Bienvenue dans ce webinaire sur l'e-facturation. Installez-vous confortablement, nous allons bientôt commencer. On va faire des petites présentations avant de débuter concrètement le webinaire sur l'e-facturation. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à dire ce que vous faites, vos questions également, vos questionnements, et à échanger tout au long de ce webinaire dans la partie chat de ce webinaire. Il y a une partie également questions et réponses. Nous, ça nous aide à modérer si vous mettez vos questions dans justement cet espace Q et R, questions et réponses. On peut les mettre de côté et les modérer beaucoup plus facilement avec ce petit outil. Bonjour Anne, bonjour Nathalie. Voilà, faites comme Anne et Nathalie. N'hésitez pas à vous présenter pour rendre ce webinaire beaucoup plus interactif. Partie chat et partie questions et réponses. En parlant de questions, nous avons également des petits sondages au fur et à mesure de ce webinaire. Je vais en lancer un maintenant, tout de suite. N'hésitez pas à répondre. On va y revenir pour voir un peu ce que vous avez répondu à ce premier sondage concernant la connaissance de PayPal. Quel est votre niveau de familiarité avec la facturation électronique structurée et le réseau PayPal? Est-ce que vous découvrez le sujet aujourd'hui? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous connaissez bien le concept? Ou alors peut-être que vous êtes au top et vous vous êtes déjà connecté à PayPal en cours de déploiement. Il n'y a pas de souci, vous êtes au bon endroit, qu'importe votre niveau d'expérience par rapport à PayPal. On essaiera de répondre à toutes les questions que vous vous posez, qu'importe le type de structure que vous êtes. Aujourd'hui, on est sur un webinaire à destination des PME, des indépendants. Donc, on va plus s'axer là-dessus, mais sentez-vous libre de poser toutes les questions. On essaiera d'en prendre un maximum tout au long de ce webinaire. Je ne prendrai pas directement les questions, je les sélectionnerai au fur et à mesure. Peut-être qu'il faudra attendre un petit moment pour que vous ayez votre réponse. On est parti pour une heure et demie, une heure quart de webinaire. Et évidemment, il y aura un replay de ce webinaire ainsi que le support que vous allez avoir, que vous allez recevoir dans quelques jours. Alors moi, je m'appelle Pauline et je serai la modératrice et je serai accompagnée de Éric Bertrand, l'expert aujourd'hui de ce webinaire pour nous parler e-facturation. Bonjour, bonjour Éric. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour ce webinaire e-facturation. Alors, PayPal, on commence à voir parler de PayPal un peu partout et c'est déjà le 1er janvier 2026. Donc, on est le 4 décembre. 4 Oui, décembre, absolument. Il reste encore beaucoup moins à d'un faire. mois, Il reste encore beaucoup. Oui, oui. Il moins reste d'un encore mois beaucoup avant de de vous travail. mettre en ordre pour passer à PayPal. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué. On va vous expliquer ce que c'est PayPal, qui ça concerne. Est-ce que vous êtes tous concernés? Quasiment tous. Hein, une petite réponse, mais voilà. Et puis, on va voir aussi comment concrètement pouvoir se connecter à PayPal. Qu'est-ce que ça va amener aussi PayPal de positif, même si à l'heure actuelle, on voit le 4 décembre, on est stressé et on voit peut-être le négatif de ce nouvel outil. Mais on essaiera de rester positif Positif, hein. et de faire ce webinaire en toute bienveillance. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, mais toujours en toute bienveillance envers chacun, envers les différents panélistes et envers les différents webinautes. Alors je vois que Stéphane aussi est connecté, Natalia, Michel, Leïla, Corinne, soyez les bienvenus dans ce webinaire. Eric, voilà, les présentations commencent à se faire. À ton tour de un peu donner plus d'informations sur ton expertise, sur PayPal, l'e-facturation. Oui. Mais je vais peut-être partager ma présentation pour commencer. Comme ça, je pourrais me présenter voilà, les tenants et aboutissants de cette petite présentation et de vous, je l'espère, vous aider à trouver la solution qui vous convient. Voilà. Donc, je suis Éric Bertrand, je suis ce qu'on appelle informaticien de gestion. Et donc, un informaticien de gestion, c'est une compétence,
un métier dans lequel on rallie en fait tout ce qui est en rapport avec la comptabilité, la facturation informatisée et le secteur du chiffre. J'ai plusieurs compétences à ce sujet, tant au niveau système, ERP, logiciel de gestion, mais également réseau, infrastructure. Et puis d'un autre côté, au niveau comptable, au niveau droit également. Donc on va pouvoir aborder des questions sur l'éligibilité des factures, des questions sur bien l'arrêté de mise en application, l'arrêté royal de mise en application du 8 juillet 2025 qui impose au 1er janvier 2026 l'usage de la facture électronique structurée sur le réseau PayPal pour tous les assujettis à la TVA. Donc voilà, j'ai résumé en une phrase la thématique. Et donc on va passer un petit peu en revue de manière globale donc tout ce que ça pourra impliquer pour vous et comment vous y préparez. Alors regardons un petit peu les réponses au sondage, Eric. Donc je vois qu'ils ont quasi tous répondu. Okay. Pour la plupart, 40% de nos répondants en ont déjà entendu parler, mais ils ne connaissent pas les détails. Vous êtes au bon endroit. Euh, 31% découvrent le sujet aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. On est le 4 décembre. Vous avez encore un petit peu de temps pour vous mettre au goût du jour et faire les démarches pour être sur PayPal. 22% connaissent bien le concept, mais pas encore l'application pratique. Et 8% sont déjà connectés ou voilà, c'est en cours de déploiement. C'est en train de se faire. Ils ont déjà l'outil, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore fait toutes les démarches. Alors, merci pour vos réponses. Et on passe effectivement à la suite. À qui est destiné PayPal? Est-ce que nous sommes tous concernés par la facturation électronique via PayPal? Eh bien, tous les assujettis à la TVA belge sont concernés pour le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 44, et probablement qu'ils se reconnaîtront, ce sont les professionnels de la santé qui exécutent des prestations thérapeutiques uniquement. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait des prestations de formation, il doit être sur PayPal, même si d'autre part, il exerce des prestations thérapeutiques. S'il y a certaines prestations, par exemple, de formation qui ne sont pas euh, concernées par l'aspect thérapeutique, eh bien, ils doivent être dans le réseau PayPal. Donc, on peut avoir une sorte de double casquette. On est assujetti à la TVA, mais il y a une exception pour l'article 44. On doit quand même, si on a des prestations différentes, on doit quand même être Tout à sur fait. PayPal. Et donc, je vais résoudre le problème finalement des articles 44 qui vont quand même s'abonner au réseau PayPal parce que c'est bien plus facile de recevoir ces factures par ce biais-là. Donc, dans le titre de cette présentation, je parle de l'intérêt de la facturation électronique par le réseau PayPal parce que certes, c'est une contrainte imposée par le législateur, mais c'est surtout un outil numérique et digital qui va vous simplifier la vie et qui est un progrès en fait pour l'échange de ces factures. Donc, c'est mieux. Donc, c'est quelque chose de plus facile, de plus sûr, de plus efficace. Et donc, tous les entrepreneurs, je vais dire même ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA, on a le cas de SBL par exemple, s'abonnent quand même au réseau PayPal d'ores et déjà par facilité et aussi par compatibilité avec son environnement social, finalement socio-économique, je vais dire. Donc j'espère que ça répondra à la question de Nathalie. En tout cas, si vous vous posez toujours des questions, est-ce que je suis quand même concernée parce que mon statut est un peu particulier, n'hésitez pas à déposer la question dans l'espace questions et réponses. Oui, dans les questions que j'ai vues passer lors de l'inscription, effectivement, il y avait plusieurs questions sur je suis une très petite entreprise au régime de la franchise, mais assujetti quand même. Est-ce que je suis Mhm. concerné? La réponse est oui, absolument. Vous devez être capable de recevoir vos factures sur le réseau PayPal et également de les émettre sur le réseau PayPal pour peu que votre interlocuteur soit également un assujetti à la TVA. Donc, si
vous êtes assujetti à la TVA, mais que vous ne faites que des ventes à des particuliers, donc il y a des gens qui ne sont pas assujettis, dans ce cas, vous devez être uniquement capable de recevoir des factures. Par contre, pour l'émission, vous allez continuer à émettre vos factures ou vos tickets de caisse de la même manière que ce que vous faites maintenant. Donc, si vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas assujetti à la TVA, eh bien, dans ce cas, vous pouvez continuer à lui adresser vos créances de la même manière que ce que vous faites déjà actuellement. Donc, même manuscrite, si vous le désirez, c'est toujours possible, quoi, en fait. Et donc, pour répondre clairement à Hugues, les indépendants complémentaires sont donc aussi concernés puisqu'ils ont un numéro de TVA. Et donc, pour bien clarifier, encore une dernière question, pour une activité non assujettie comme le courtage d'assurance. Eh bien là, on n'est pas concerné, donc ce n'est pas obligatoire. Mais on parle d'un professionnel qui a quand même un numéro d'entreprise, qui n'est pas assujetti à la TVA, donc ce n'est pas un numéro de TVA, c'est un numéro d'entreprise. Eh bien, par facilité, moi je conseillerais quand même de le faire, ne fût-ce que pour être capable de recevoir ses factures. On verra tout à l'heure qu'il y a toute une série d'outils qui existent, qui sont même parfois gratuits. Et donc, c'est au moins intéressant pour recevoir ces factures de différentes institutions ou de fournisseurs de services comme Proximus ou d'autres. On est sûr que ça arrive bien, qu'elles sont sûres, qu'elles ne risquent pas d'être falsifiées, par exemple. Et donc, c'est plutôt intéressant de le faire, même si ce n'est pas obligatoire. Pour le cas d'un courtier assurance, par exemple, qui n'est pas assujetti à la TVA. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais pourquoi pas le faire quand même? Ce sera plus facile et ce sera plus sûr. Ok. Donc passons à la suite. C'est quoi PayPal au OK. final? Qu'est-ce Donc, que... Un Voilà. petit, voilà un petit line-up de la présentation. Donc, une petite intro, qu'est-ce que PayPal, comment ça fonctionne rapidement, les intérêts de la facturation électronique corrélés avec de l'intelligence artificielle, des aspects de sécurité, des aspects de souveraineté, donc la conservation des documents. Hein. Vous savez que vis-à-vis du législateur, vous devez conserver vos documents, factures, au moins 7 ans, voire plus, s'ils s'il s'agit de documents qui concernent des amortissements, par exemple pour l'acquisition d'un bâtiment en 15 ans, vous devez garder donc vos factures au moins 15 ans. Et donc, on parle de souveraineté pour être capable de conserver le format électronique. Donc, une facture électronique, c'est un fichier XML, comme on peut avoir un fichier Excel ou Word. Et bien là, c'est un fichier XML qui représente le document officiel que vous devez conserver, qui est l'original. Et donc, la question de savoir où est stocké ce document et d'être capable de le récupérer à un moment donné, si vous changez de fournisseur de service ou si l'administration voilà, vous demande un document dans quelques années, il faut être capable de le récupérer chez votre comptable ou dans vos archives pour pouvoir le restituer. C'est votre responsabilité. Donc, la question du stockage de votre document électronique est important. Et puis, on va parler de cas d'usage. Alors, les cas d'usage, et là, on va passer en revue des catégories de logiciels qu'on va classer en trois parties. Des petits logiciels, j'ai envie de dire SaaS, web. On peut déjà citer des noms comme Billit, comme Dockle et d'autres qui sont des solutions voilà, qui sont assez éprouvées et qui fonctionnent bien sur le réseau et qui sont faciles à intégrer. C'est rapide. Vous pouvez être très rapidement en ordre pour l'envoi et la réception de vos factures électroniques par PayPal en utilisant ces outils. On va avoir une deuxième catégorie avec les logiciels intégrés à votre comptable. On va parler des trois grands logiciels, hein, Bob, Winbooks, Horus, qui ont entre 60 et 80% de part de marché. Et donc, on aura une petite vidéo démonstration à ce sujet. Il y a également une petite vidéo de démonstration sur le principe général de fonctionnement avec une analogie avec l'envoi d'un email. Et puis, alors, on va parler de retour d'expérience également avec voilà, comment ça se passe pour ceux qui ont déjà fait le pas. Et voilà, de vous engager à le faire aussi de votre côté le plus vite possible. On fera également une insertion sur tout ce qui est ERP, plus gros logiciels. Mais là, on s'aventurera peut-être moins là-dedans, on en parlera peut-être, mais ça concerne peut-être moins d'entreprises dans voilà, le panel qu'on a aujourd'hui. Cela étant, on pourra en parler quand même si des questions se présentent à ce sujet. Et puis, on parlera de l'avenir également. Voilà pour le contexte général. Donc, voilà, on a tous compris que c'est très important. Le 1er janvier, c'est demain. Donc, il faut absolument vous inscrire sur le réseau à travers un logiciel. Donc, il faut que vous ayez une solution, fût-elle web ou une installation locale, mais il faut que votre
applicatif soit compatible avec le réseau PayPal et c'est cet applicatif qui va vous inscrire sur le réseau. Donc, il n'y a pas de démarche d'inscription et puis d'utilisation d'un outil. Vous choisissez l'outil et c'est l'outil qui vous inscrit sur le réseau. Donc, je parlais par exemple d'outils web comme Billy ou Local. Vous vous connectez au réseau via ces outils-là. Donc, vous allez créer un compte sur cette page web. Et quand vous aurez créé ce compte, vous allez répondre à des questions comme quel est mon numéro de compte, quel est mon numéro de TVA, voilà quelles sont mes informations commerciales. Et à ce moment-là, il y aura le bouton enregistrement PayPal qui sera disponible et vous serez directement inscrit et directement opérationnel, directement capable de recevoir vos factures. C'est vrai qu'on parle de ce terme PayPal, PayPal, mais au final, c'est via les outils que vous serez connecté et après, vous n'entendrez quasiment plus parler de PayPal au final. Oui, alors en fait, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ben, on se rend compte que c'est un univers vaste qui peut sembler compliqué, mais au quotidien et à l'usage, en général, il ne s'agit que de cliquer sur un bouton pour envoyer ses factures et la réception, elle, il n'y a même pas besoin de se connecter, il suffit de se connecter à son portail ou d'aller visualiser son dossier de réception et les factures arrivent toutes seules. Donc en pratique, c'est hyper simple. Donc au quotidien, c'est même plus simple que de devoir aller jusqu'à sa boîte aux lettres ou de devoir ouvrir son Outlook pour aller éplucher ses mails et extraire des fichiers PDF pour pouvoir les traiter, les expédiations comptables ou les mettre au paiement. Là, on va surtout avec des portails qui vont traiter directement le contenu de la facture, qui vont même offrir parfois la possibilité de les mettre en paiement sans devoir les réencoder, par exemple. Donc là, on parle d'évolution digitale, on parle de transition numérique. Et donc, on passe d'une solution semi-digitale avec du PDF et d'une solution papier à une solution réellement digitale où le contenu de la donnée est totalement exploitable et parfaitement intègre, ce qui permet de faire gagner beaucoup de temps et qui facilite quand même la vie d'un point de vue sécurité aussi, des points de vue, allez, on se sent plus tranquille en utilisant cet outil, on ne rate plus de factures, on est sûr du contenu. J'ai une anecdote à raconter au sujet d'un garagiste qui a remis une enchère sur un site pour l'acquisition d'un véhicule. Il avait l'habitude de le faire. Il reçoit une facture par email dans sa boîte mail Skynet. Il se fait pirater sa boîte mail. La facture est falsifiée, numéro de compte changé, et on met un cachet dessus en disant nouveau numéro de compte. Il paie sur le nouveau numéro de compte et l'argent est définitivement perdu. Avec PayPal, ce ne sera plus possible. Donc la facture, elle, de bout en bout, sur votre plateforme, est sécurisée parce que votre applicatif est directement intégré donc à PayPal. C'est le principe d'être avec un outil intégré à PayPal qui est sûr et fiable. Donc ça, c'est vraiment, vraiment mieux en fait. Alors, je vois défiler des questions, par exemple, Falco, est-ce que c'est ça aussi? Tout à l'heure, j'ai parlé des trois gros logiciels, hein, donc Boborus, Winbooks, Falco, c'est la version à l'usage des entrepreneurs pour émettre et recevoir ces factures, y compris sur le réseau PayPal. Et donc, j'ai dit y compris parce qu'un logiciel de facturation PayPal est aussi capable d'émettre des factures de manière traditionnelle. Si vous devez émettre une facture vers une entité qui n'est pas assujettie à la TVA, vous allez utiliser le même outil. Vous n'allez pas utiliser deux outils de facturation. Vous n'allez pas utiliser un logiciel pour PayPal et un autre pour vos factures par email, par exemple, ou les factures à imprimer que vous voudriez donner à des particuliers. Donc, le même outil pour tout faire. Hein, et Falco, voilà, c'est une des solutions, au même titre que Bob Demat avec Kite et au même titre que Winbooks Connect et la facturation d'Exact, qui sont également les outils intégrés dans le deuxième groupe des applicatifs, donc les applicatifs qui sont synchronisés à votre comptable. Donc là, vous avez les solutions SaaS qui sont web, donc hein, j'ai parlé de Billy et Docle, mais il y en a d'autres, hein, bien entendu. J'ai parlé donc du groupe central, je veux dire, où on a l'applicatif lié à son comptable. Et là, mais je vous envoie directement vers votre comptable et vos comptables pour prendre contact, pour absolument vous mettre en accord avec votre comptable pour utiliser des outils compatibles, de sorte à éviter les échanges de fichiers ou les réencodages qui sont fastidieux et sources d'erreurs. Et puis alors, je vais quand même aborder, puisque je parlais des groupes de logiciels, le troisième groupe de logiciels qui sont les logiciels de gestion ERP. Donc des logiciels spécialisés. Tout le monde a entendu parler d'Odoo, mais il y a Mercator, il y a voilà, des logiciels spécialisés comme Astral Software qui sont pour les brasseurs. Vous avez voilà, toute une série de logiciels qui existent suivant les métiers. Et donc là, je vous renvoie davantage vers vos corporations
en fonction des métiers que vous réalisez, des logiciels spécialisés existent. Et donc là, il faut s'assurer également qu'ils soient compatibles PayPal et éventuellement intégrés à votre comptable. Donc, 3 groupes de logiciels et donc plusieurs interlocuteurs pour faire votre choix. Bien sûr, vous adressez à votre comptable, mais également vous adressez à votre corporation, donc voilà, les secteurs par métier ou vos collègues, et des informaticiens de gestion. Donc, les informaticiens de gestion sont des gens comme moi. On quadrille en fait tout le territoire. On est revendeur de différentes solutions logicielles diverses et variées, notamment des gros logiciels de comptabilité, mais on a également dans notre panoplie toute une série de logiciels spécialisés par métier. Des logiciels spécialisés pour les garagistes, des logiciels pour des syndics, des logiciels pour voilà, toute une série de métiers pour lesquels on pourra vous guider en fonction voilà, de vos besoins, de votre taille, de vos spécificités. Donc, 3 groupes de logiciels et 3 groupes d'interlocuteurs. Donc, les solutions web SaaS, les solutions applications comptables, les solutions ERP, logiciels de gestion, et puis les interlocuteurs, c'est vos comptables, vos Les collègues fédérations. et les corporations, et en troisième lieu, les informaticiens de gestion. Donc, ça vous fait quand même une panoplie de solutions et d'outils vers lesquels vous pouvez vous tourner pour vous aider à vous y retrouver dans tout ce, je vais dire, toute cette large panoplie de solutions qui s'offre à vous, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas un outil miracle à vous proposer parce que effectivement, vos situations sont différentes et donc effectivement, il faut aller chercher les informations auprès des 3 groupes que Eric vient de mentionner, votre comptable, les personnes qui sont dans le même secteur que vous ou vos fédérations et l'informaticien de gestion Gestion, euh, pour absolument. avoir une vue sur possiblement un ERP, un logiciel de gestion si vous en avez besoin. Évidemment, tout dépend de vos besoins. Voilà, il faut une solution adaptée. C'est d'ailleurs pour ça qu'une solution miracle n'existe pas. On ne peut pas dire aujourd'hui, tiens, voilà, ce logiciel-là, dans tous les cas de figure, ça marche. C'est pas possible en fait. Ce ne serait pas une réponse d'ailleurs qui serait respectueuse de, voilà, du panel voilà, de De personnes qui solutions qui existent existent. aujourd'hui. Voilà, il faut être raisonnable. Il y a des choses qui sont possibles, d'autres pas. Juste pour en finir avec ce slide, et puis alors après, je propose de passer directement à une petite vidéo didactique Mhm. sur l'acheminement d'une facture et le principe général de fonctionnement. Et on fera une analogie avec l'envoi d'un email, et donc ça va fixer les idées sur le fonctionnement directement. Je veux juste parler donc du dernier point de ce slide. J'ai tendance à l'oublier en fait. Ça concerne l'obligation au 1er janvier. En quoi est-ce que c'est obligatoire? Eh bien, voilà, il y a l'arrêté de mise en application, mais dans cet arrêté de mise en application, le législateur a fait un copier-coller des amendes de retard de dépôt TVA. Donc 1 500 € la première infraction, 3 000 la deuxième, et ainsi de suite. Et donc, la seule chose qu'on sait pour le moment, c'est que de toute façon, il n'y aura pas de report, mais que l'application des amendes pourrait être réalisée avec plus ou moins de tolérance. Donc, il faut se méfier quand même. Et donc, je vous invite à vous mettre en ordre, donc à vous connecter rapidement à une plateforme. On va parler aussi d'Hermès, qui est une solution proposée par le gouvernement qui permet aussi de s'inscrire sur le réseau en un claquement de doigts. Mais donc, ça veut dire que donc, les contrôles TVA vont être amenés à faire ces contrôles et à appliquer ces amendes, mais il semblerait que pendant le premier semestre 2026, une certaine tolérance soit proposée pour peu que on ait prouvé qu'on ait entamé une démarche pour se connecter au réseau. Et donc, quoi de plus simple en fait que de se connecter avec une plateforme en ligne ou avec l'applicatif de votre comptable. Tout à l'heure, j'ai parlé de Falco. Falco, quand vous mettez sur le menu de gauche et vous avez la collecte des documents, là, et donc vous connectez au réseau PayPal en 3 clics. Donc, une fois que vous avez Falco, ça va très très vite, quoi. Donc, les applicatifs, tout ça a lieu très rapidement. Que vous soyez dans le premier groupe des applicatifs web, dans les applicatifs dédiés aux comptables ou dans les applicatifs ERP logiciels de gestion, en général, il y a 2, 3 champs à remplir. Parfois une information complémentaire sur l'identification de la personne qui s'abonne, mais en un clic, vous êtes sur le réseau, en gros. Donc, quelque part, on n'a pas beaucoup d'excuses. Et tout à l'heure, je vous montrerai également une page web qui vous permet de voir qui est sur le réseau PayPal et comment retrouver quelqu'un sur le réseau PayPal. Et ce qu'est aussi un identifiant PayPal. Donc,
Je propose de passer directement À la à petite vidéo la pour petite nous montrer vidéo. comment fonctionne Voilà, concrètement PayPal et on aura exactement. aussi une vue plus concrète. Donc, on a un émetteur, je veux envoyer une facture. Eh bien, avec mon logiciel, je vais interroger le réseau pour savoir si mon interlocuteur est présent sur le réseau. Donc, on voit à ce stade, je fais une petite pause, que le logiciel de l'émetteur, quel qu'il soit, va interroger le réseau pour savoir, à travers son fournisseur de service, donc chaque logiciel est connecté à un fournisseur de service. C'est pour ça que l'analogie, en fait, avec l'envoi d'un email fonctionne. Vous avez un Outlook qui se connecte par exemple à Proximus ou à Microsoft ou à Google. Eh bien, le fournisseur de service de votre boîte mail, c'est voilà un de ces fournisseurs que je viens de citer. Eh bien, avec votre programme de facturation, vous allez interroger votre fournisseur de service auquel votre logiciel est connecté, qui va renvoyer une information pour dire oui, l'interlocuteur, le destinataire est bien actif et bien disponible sur le réseau. Parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui soit présent sur le réseau PayPal, votre client est bien là sur le réseau PayPal, puis 6 mois après, il revient, et puis là, il s'est désinscrit, il a changé de solution, ou voilà, il n'est plus disponible sur le réseau. À ce moment-là, vous avez un problème pour envoyer votre facture. Vous ne savez plus l'envoyer sur le réseau PayPal, la personne ne saura pas la recevoir. Oui, mais vous allez me dire, mais de toute façon, c'est obligatoire à partir du 1er janvier. C'est pas parce que c'est obligatoire que tout le monde va le faire. Et on sait que ce ne sera pas le cas. On sait qu'il y aura des gens qui ne vont pas faire le nécessaire. On sait que, par exemple, des gens vont créer une nouvelle société et lors de la création de la société, ils ne vont pas s'inscrire sur le réseau PayPal peut-être tout de suite. Et Là, il n'y aura pas de sanction si vous payez une facture qui n'est pas reçue par PayPal. Je vois la absolument. question passer. Oui, Effectivement, vous devez encore répondre à ces factures, payer ces différentes factures qui ne sont pas émises par PayPal. tout à fait. Donc là, c'est la question de l'éligibilité de la facture, tant en réception qu'en émission. Donc, si vous recevez une facture et que la créance est parfaitement éligible parce que vous avez bénéficié d'une prestation de service ou d'un produit, eh bien, vous êtes tenu de la régler. Les autres articles, donc du code TVA ou même d'autres codes en rapport avec les transactions commerciales, eh bien, restent entièrement d'application. L'éligibilité de la créance ne dépend pas du moyen utilisé pour envoyer cette facture ou cette créance. Donc, ça veut dire que si vous envoyez une facture par courrier alors que vous auriez dû l'envoyer par PayPal, votre créancier doit la payer, mais par contre, vous risquez d'avoir une amende, comme je l'expliquais tout à l'heure, du l'article voilà, du 8 juillet sur la mise en application. Donc, les factures, tant en émission qu'en réception, peu importe la manière dont vous les envoyez, ça n'a rien à voir avec l'éligibilité de la créance. Pardon. Donc, il faut être rassuré à ce sujet par rapport au fait que vous serez toujours payé même si votre interlocuteur n'est pas sur le réseau alors qu'il devrait l'être. Et vous, vous êtes de toute façon toujours redevable de vos factures, indépendamment du fait que vous soyez bien sur le réseau ou pas. Voilà, donc premier point, je me connecte avec mon logiciel sur un fournisseur de service et j'envoie une facture. En tout cas, j'identifie mon interlocuteur comme étant toujours bien sur le réseau et je peux donc à ce moment-là envisager de envoyer cette facture, si mon interlocuteur est bien présent, pour la transmettre donc au fournisseur de service et puis faire transiter la facture vers le fournisseur de service du destinataire et puis enfin la faire arriver dans le logiciel de gestion de comptabilité du destinataire. À ce moment-là, le destinataire, lui, va pouvoir envoyer un accusé de réception. Donc, quand je dis va pouvoir, c'est automatique. Donc, ça veut dire que systématiquement, quand vous envoyez une facture, eh bien, si elle est bien reçue, vous allez dans votre logiciel recevoir l'accusé et voir que votre destinataire a bien reçu sa facture. Donc, il y a un accusé de réception qui est automatiquement géré. Donc, c'est quand même très bien, en fait, parce qu'on est sûr que sa facture est bien arrivée sur C'est le destinataire. automatique. Et c'est C'est automatique. automatique. Et s'il ne l'a pas reçu, si l'autre personne ne s'est pas inscrite sur PayPal, vous allez le savoir directement. Vous saurez que ce n'est pas possible, par exemple, d'envoyer à ce client-là une facture PayPal. Voilà. Avant même Petite qu'elle ne parte. question. Hein.
avant même qu'elle ne parte, évidemment. avant même qu'elle ne parte. Petite question de Thierry qui s'intéresse au fait de, tiens, est-ce que les autorités, l'administration aura accès à nos différentes factures qui vont passer par PayPal? Alors, donc en fait, bon, vous allez recevoir, suite à ce séminaire, donc tous les slides. Et dedans, en fait, il y a les liens pour les vidéos, et il y a également des questions-réponses, et il y a une série de slides supplémentaires, dont des slides visés par l'administration, donc le SPF. Et donc là, ici, donc c'est un slide où on revoit le système à quatre coins. Donc hein, c'est ce que je viens de montrer dans la vidéo. On a l'émetteur, le récepteur, la solution donc de fournisseur de services et puis la transition d'information. Donc ça, c'est l'obligation 1er janvier 2026. Il y a une deuxième phase qui est prévue, en fait, et le SPF y travaille. C'est l'idée qu'il y ait un second flux. Donc, on voit les numéros, hein, donc on voit qu'il y a un deuxième flux qui part, et donc, à un moment donné, on pourra envoyer une copie des factures vers l'administration. Pour le moment, ce n'est pas le cas, hein, donc je le répète, pour le moment, la facture, elle va de l'émetteur vers le récepteur, et personne ne sait l'intercepter, même pas l'administration. Et c'est totalement sécurisé, c'est très très bien fait de ce point de vue-là, on peut avoir l'esprit tranquille, on abordera les aspects sécurité plus tard, mais il y a ce projet en fait d'avoir un système à 6 coins, donc qui permettra d'avoir la facture vers le destinataire, mais en même temps une copie vers l'administration de l'émetteur. Et le destinataire, lui, va également recevoir sa facture, mais en plus réenvoyer à son administration à lui la facture. Donc en fait, on aura deux copies de facture qui vont partir vers les administrations respectives des émetteurs et des destinataires, ce qui pourrait impliquer qu'à terme, on arriverait à avoir une déclaration TVA automatique. On ne soit plus obligé de faire la déclaration TVA, elle se ferait automatiquement grâce à ça. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on n'y arrivera pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, l'administration y travaille. Voilà pour la réponse à ce sujet. En tout cas, pour le moment, de l'émetteur vers le récepteur, pas d'interception par qui que ce soit, même pas l'État. Voilà, voilà. Donc, pour revenir à la question de si on envoie une facture enfin, qu'on souhaite envoyer une facture par PayPal, mais que la personne n'est pas inscrite, on aura directement son statut qui n'est pas inscrit à PayPal. Oui, Et du coup, on ne peut pas avoir d'amende pour ça. Donc, si non, on envoie une facture de tout à fait. manière classique, Exactement. pas via PayPal. Et si la personne s'inscrit après, voilà, on peut prouver qu'à ce moment-là, elle n'était pas inscrite par PayPal et on n'a pas Tout à d'amende. fait. Et là, je montrerai déjà d'ailleurs un portail tout à l'heure, comme je le disais, qui permettra d'identifier depuis quand les gens sont présents sur PayPal, le genre d'informations-là. Voilà. Alors bon, pour être même un peu plus large, la question de l'infraction est un petit peu compliquée à mettre en œuvre pour l'administration en cas de contrôle, et que c'est difficile pour eux de détecter en fait qui était présent ou non et depuis quand, et puis surtout, est-ce que l'infraction s'applique à chaque fois qu'on n'envoie pas une facture comme elle aurait dû être envoyée, ou est-ce que c'est par rapport au fait qu'on soit capable ou non d'envoyer et recevoir ces factures? Donc il y a une nuance là, une difficulté pour en cas de contrôle. Donc tout ça n'est pas encore tout à fait clair. Il manque encore des circulaires dans les administrations pour la mise en application de ces amendes. On verra avec le temps comment ça va se passer. Donc c'est pour ça que le mieux qu'on ait à faire, c'est s'inscrire sur le réseau. À partir de là, on a déjà fait un premier pas, on a montré qu'on a fait le minimum nécessaire là, on est, à mon avis, protégé au moins pour les 6 premiers mois pour les questions d'amende. Donc, il faut Et c'est s'inscrire, vrai, il faut le et faire c'est vrai vite. que et c'est vrai que tout ça est en cours d'évolution. Donc, il y a certainement des choses qui vont évoluer par rapport à ce qu'on dit maintenant, par rapport aux obligations et par rapport à PayPal en général. Donc, tout ça va évidemment évoluer. Mais notre conseil numéro un aujourd'hui, c'est inscrivez-vous. Oui, Voyez un petit peu, faites déjà aussi vos démarches pour savoir, bah tiens, via quel outil, quel outil me convient le mieux. mhm, Via ce qu'on a dit aussi au tout début, allez voir son comptable, allez voir sa fait, fédération et allez voir son ingénieur de gestion et parler aussi autour de soi de tiens, bah tiens, toi, qu'est-ce que tu utilises? On fait plus ou moins fait. la même chose. Est-ce que ça fonctionne bien? Etc. etc. Donc ça, c'est vraiment la démarche à faire, Absolument. s'intéresser donc à PayPal et à voir quel outil Et sera le plus adapté pour vous.
Et pour compléter tes propos, pour les cas des ASBL par exemple ou des entrepreneurs qui font leur comptabilité eux-mêmes, et je rebondis sur la question de Nathalie. Donc, qu'en est-il pour les ASBL non assujetties et si en cours d'année, elle doit s'assujettir? Bien, j'ai plusieurs voilà, réponses à cette question. Une ASBL, moi, je trouve que même si elle n'est pas assujettie, il faut quand même l'inscrire sur le réseau PayPal, ne fût-ce que pour recevoir les factures à travers un outil, par exemple, comme Dockel, que j'ai déjà cité. Et alors, par contre, si elle s'assujettit dans le courant de l'année, eh bien, à ce moment-là, bien sûr, au moment de l'assujettissement, il faut l'inscrire sur le réseau PayPal à travers donc, un logiciel. Euh, Ce qui peut arriver, c'est qu'on soit avec une SBL qui ne fait que de recevoir des factures d'assujettis, mais qui n'en émet pas vers les assujettis, mais qui émet peut-être des créances vers des non-assujettis. Dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de repasser par le réseau PayPal. Si on envoie des factures vers un non-assujetti TVA, on peut continuer à les envoyer comme on les envoyait avant. Voilà, imprimé, donné en main propre, envoi par email, envoi par courrier, tout ça reste d'application quand on envoie des factures à un non-assujetti. Par contre, si on envoie un assujetti, qu'on soit SBL, au régime de la franchise, grande entreprise, dans tous les cas, si on est assujetti, ça doit passer par le réseau PayPal. À l'exception des articles 44, hein, dont je parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment une niche pour les thérapeutiques et que les prestations thérapeutiques, je le redis. Donc, les ASBL, eux aussi, devront le faire. Et donc, si on passe d'un régime non assujetti à assujetti en cours d'année, au moment où on s'assujettit, on doit s'inscrire sur le réseau PayPal. Petite Voilà. question, donc tu parlais par exemple pour ceux qui ne sont pas assujettis d'un outil comme Dockel pour recevoir donc les factures. Et alors pour préciser, Dockel, est-ce que Dockel transforme les PDF en XML? Non, c'est pas tout à fait ça, Non, c'est pas non, non, tout à non, fait oui, comme ça oui, que ça c'est ça. fonctionne. Enfin, donc, voilà. La facture électronique, c'est un fichier XML. Hein, ça, je vous en montrerai peut-être un tout à l'heure. Donc, c'est un peu rébarbatif. Et à l'intérieur de l'XML, on va retrouver toutes les informations structurées avec les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du récepteur, le détail de chaque ligne de la facture, les totaux, les remises, tout bien complet. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le contenu de la facture est totalement exploitable par les logiciels, ce qui ouvre des perspectives d'exploitation de la donnée dont on parlera plus tard. Mais ce qu'il y a en plus dans ce fichier XML, et j'insiste sur le fait de ce fichier XML qui est l'original, dedans, il y a une chaîne de caractères qui représente le fichier PDF que les logiciels savent afficher. Mais ce n'est qu'une image de la facture originale. Donc le PDF qui est encapsulé à l'intérieur de ce fichier XML, eh bien, représente le contenu de la facture à titre indicatif, je vais presque dire. Et donc, ce PDF, bien sûr que vous pouvez l'imprimer, bien sûr que vous pouvez le visualiser, mais ce qui compte, c'est l'XML, et c'est ce que les logiciels vont en faire. C'est ça l'évolution digitale, c'est ça la révolution par rapport à cette solution, c'est que le contenu avec tout ce détail précis d'information et structuré va pouvoir être exploité par les logiciels et c'est ça le document original qui doit être conservé en fait. Question, si on utilise une app comme Dockel ou Bilit, comment on fait parvenir les factures au comptable par la suite? Alors, suivant les plateformes, suivant les logiciels, les méthodes d'échange avec les comptables divergent. Donc, il y a certains logiciels qui ont des passerelles avec Bilit, par exemple. C'est le cas de Winbooks. Il y a une intégration de Winbooks vers Bilit. Et à ce moment-là, bien, toutes les factures qui vous arrivent, pour peu que la liaison soit activée, arriveront dans votre dossier, dans la fiduciaire. Donc, ça peut être très facile. Et alors, l'autre cas, c'est de dire, mais tiens, voilà, mon comptable n'a pas un logiciel compatible avec la plateforme que j'utilise. Dans tous les cas de figure, vous devez être à même de pouvoir récupérer vos fichiers XML pour pouvoir les envoyer à votre comptable. Et là, un téléchargement et un envoi où votre comptable est capable de se connecter à votre plateforme et les télécharger pour les intégrer à la comptabilité doit être possible aussi. Ça me permettra d'introduire à nouveau la question de la souveraineté des données. Vous devez maîtriser vos données. On va aborder ça un petit peu plus loin. Je vais peut-être passer en vue rapidement l'ampleur de ce qu'est le réseau PayPal, Ok. l'origine, les tenants aboutissants. Et puis alors, on va aborder un petit peu ces questions voilà, un peu plus pratiques. Donc PayPal, c'est Pan-European Public Procurement Online. Hein, donc en fait, c'est un acronyme en fait vient d'une solution qui a été imposée par la Commission européenne pour échanger des informations de fourniture entre les administrations, qui a été élargie
comme solution pour permettre notamment la facturation électronique et qui a été élargie à l'usage privé. Et donc, en fait, il s'agit d'un système européen managé par 17 pays modérateurs avec des représentants légaux de chaque pays. Et il s'agit non seulement d'un réseau européen, mais également un réseau mondial. On est fournisseur de services, en fait, dans beaucoup de pays du monde. J'ai failli dire tous, mais c'est pas vrai. Donc, dans beaucoup de pays du monde. Donc, ça veut dire que c'est une solution qui n'est pas belgo-belge, c'est mondial et ça a une forte pérennité parce que c'est soutenu par l'Europe. Et c'est une ASBL belge, donc qui est managée par 17 pays, 17 représentants légaux de pays, qui est basée à Bruxelles, qui s'occupe de tout cela, en fait. Hein. Donc, grosse pérennité, gros réseau, ce n'est pas que belgo-belge, c'est européen et toute l'Europe va y passer pour le 31 du 12 2029. Donc nous, ici en Belgique, 1er janvier 2026, on est les premiers de classe. On montre l'exemple au reste de l'Europe. Voilà, ça arrive de temps en temps où on nous met en tête sur ce genre de voilà d'évolution. On a d'autres pays qui suivent. L'Italie est au taquet derrière, mais voilà, les pays limitrophes sont bien aussi. Donc 27, 28, là, on va avoir une grosse adoption de tous les pays les plus gros comme la France et l'Allemagne. Et donc en fait, on sait que donc 31 12 2029, il ne sera plus possible d'envoyer des factures en Europe autrement que par le réseau PayPal à des assujettis TVA. Voilà un peu pour le contexte global en fait de cette Ça me permet aussi de rebondir sur une des questions. Donc, quand les factures proviennent de l'étranger actuellement, les autres pays limitrophes, à part peut-être l'Italie, ne sont pas encore beaucoup sur PayPal. On peut toujours évidemment les réceptionner, ou alors même au-delà de l'Europe, hein. Oui, mais de toute façon, voilà, pour le moment, d'un point de vue légal, l'obligation ne s'applique qu'entre assujettis TVA belges. Donc, il n'y a pas Mhm. d'obligation, même si vous êtes avec un interlocuteur d'un autre pays qui est abonné à PayPal. Bien sûr, si vous êtes sur PayPal et que votre interlocuteur, admettons français, est sur le réseau PayPal, mais naturellement, vous allez lui envoyer par ce biais-là. Mais d'un point de vue légal, vous pourriez toujours continuer à lui envoyer par format papier, par courrier. Il n'y aurait pas d'infraction. Donc, la législation, c'est obligatoire entre assujettis belges, 1er janvier 2026. Après, il n'y a pas encore d'obligation, mais il y en a d'autres qui viendront probablement. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, on en est, d'un point de vue légal en tout cas. Maintenant, il faut savoir que le réseau PayPal existe depuis 2012 et qu'on a dans nos logiciels, par exemple, chez nous, des sociétés qui s'envoient des factures depuis 2015-2016, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il y a plus de 10 ans en fait qu'on est sur le réseau PayPal avec nos softs, indépendamment de cette législation. Donc, c'est quelque chose d'éprouvé qui fonctionne depuis un moment. Depuis plus de Voilà. 10 ans, donc on entend vraiment beaucoup parler maintenant, mais en fait, c'est quelque chose qui est quand même installé Oui, depuis un bout de temps, 2012. Oui, donc ça oui. marche. Oui, 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 tout à fait, hein, ça fonctionne comme réseau. Hein. Oui, oui, absolument. Hein, c'est opérationnel, c'est solide en fait. Hein. Voilà. Voilà, en gros, voilà pour les définitions, le principe général. Je vais peut-être passer rapidement sur. Voilà. On peut lancer peut-être une petite question. On a beaucoup parlé d'outils. Je propose qu'on lance quand même cette question pour voir un petit peu. Ben tiens, est-ce que vous utilisez un outil? Et si oui, est-ce qu'il est déjà connecté à PayPal? Ou alors il n'est pas connecté à PayPal? Ou alors vous faites encore tout via des PDF simples ou via papier? Ou peut-être que vous ne savez pas si c'est un outil de facturation numérique. Regardons un petit peu, prenons le pouls de l'assemblée par rapport aux Voilà. outils. C'est toujours assez intéressant. Euh, Est-ce que tu préfères continuer ou est-ce que tu veux, je pose une question, il y avait une question, parce qu'on parle beaucoup de factures. Qu'en est-il des autres documents comptables, par exemple les notes de crédit? Est-ce que tout ça doit passer par PayPal? Oui. Donc, la note de crédit est assimilée à une facture. Hein. Donc, Mhm. voilà, la note de crédit est bien englobée dans cette évolution de législation. Donc, toutes les notes de crédit doivent passer également par le réseau PayPal au même titre qu'une facture. Hein. Donc, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres types de documents qui doivent passer par PayPal? Alors, obligatoirement, non. Donc, le législateur, lui, s'est limité à facture note de crédit et l'autofacture. Donc, ça, c'est le bordereau.
Donc, c'est des métiers un peu spécifiques. On a des sous-traitants de la poste, des agriculteurs, des coopératives, des marchands de bêtes, des antiquaires qui sont concernés par cette autofacture, le self-billing, ça remplace le bordereau. Et donc, ça, c'est également visé par le législateur. C'est un peu une niche, voilà, une exception. Mais donc, c'est facture, note de crédit et autofacture qui sont obligatoires. Après, le réseau PayPal supporte bien d'autres formats de documents. Et donc ça fera partie des évolutions dont on parlera tout à l'heure. C'est quid du futur. C'est bien beau d'envoyer donc ces factures par PayPal avec les différents outils, mais beaucoup de gens utilisent par exemple des bons de commande, des offres et des bons de livraison, des bordereaux de livraison. Eh bien, dans ce cas, on pourra également les envoyer par le réseau PayPal parce que le réseau est capable de le faire. Et donc, ça permettra d'avoir un cycle de gestion commerciale plus complet. Ce sera quelque chose, des fonctionnalités qu'on va voir fleurir dans les logiciels de gestion intégrés à PayPal dans les mois et les années à venir. Ce qui m'amène également une introduction supplémentaire sur, mais si on fait tout ça dans le réseau PayPal et qu'en plus c'est structuré et que l'information est parfaitement complète, en plus on va pouvoir facilement faire travailler des intelligences artificielles dessus pour pouvoir faire le boulot à notre place ou en tout cas se faciliter la vie ou faire des contrôles et de l'optimisation sur ces données ou sortir des traitements statistiques plus évolués. Donc, de grosses perspectives à venir sur le réseau PayPal. Donc, ce n'est pas que la facture, bien d'autres choses vont suivre pour votre usage quotidien. Alors, je vois que le slide est sur le RGPD. Alors, c'est aussi un autre mot qui a fait peur et dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore beaucoup. Et là, on va parler de quelque chose que tu nous as déjà mentionné, la souveraineté des données, et ici, Oui, évidemment, des données comptables. tout à fait. Donc, la question du GDPR et RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, c'est quelque chose voilà, qui est imposé par le législateur aussi et qui est obligatoire. Vous devez prendre soin de vos données, vous devez savoir où elles sont. Donc, vous ne pouvez pas stocker, par exemple, vos données, vos factures électroniques sur un serveur américain. Ça, c'est interdit. Ça doit être sur des serveurs qui sont sur le sol européen. Donc, vous devez prendre les précautions minimum, raisonnables, je vais dire, pour la conservation de vos données, la protection de vos données. La conservation, mais le législateur vous dit, ben, c'est 7 ans, voire plus, si vous amortissez un bien 15 ans comme un immeuble, eh bien, vous êtes tenu de conserver vos factures, donc en l'occurrence ici, le fichier XML, au moins 15 ans. Et donc là, il y a des durées d'amortissement qui vont être supérieures. Hein. Et donc là, on se rend compte que c'est pas si facile que ça parce que conserver une farte papier dans une armoire, dans un coin pendant 15 ans, ma foi, c'est quelque chose auquel on peut être habitué ou rodé, mais conserver des fichiers 15 ans pour des informaticiens, c'est une éternité. Les logiciels, les plateformes évoluent, et donc les risques d'accident existent, et donc vous devez prendre des précautions de sauvegarde en confiant, par exemple, vos fichiers XML à des tiers, comme à votre comptable. Quand vous centralisez ou récupérez vos données qui sont centralisées sur le programme de comptabilité, on a un duplicata qui a lieu et donc on peut dire que vous avez confié la sauvegarde et la pérennité de vos données à un tiers. Et si vous, sur votre plateforme ou sur vos outils locaux, vous avez également une copie, on peut dire que vous avez fait ce qui est raisonnable hein, pour conserver vos données. Et en cas de contrôle, si une perte va quand même malgré tout avoir lieu, vous pourrez prouver que vous avez fait ce qu'il faut. Donc, par exemple, on parlait de la conservation des documents avec Dockel, dont c'est le métier. Si vous faites la réception de vos factures par là, eh bien, vous avez une copie qui est sauvegardée sur Dockel, vous pouvez les télécharger en plus sur vos infrastructures, sur votre lecteur, un drive cloud quelconque ou sur votre disque en local ou que sais-je d'autre. Là, vous avez quand même déjà tout de suite pris des précautions minimum raisonnables pour s'assurer de la conservation de vos données, sur la question de la souveraineté de vos données. Et donc, se pose encore en dernier lieu la protection des données. Donc là, vous devez être équipé en antivirus, en protection pour que vos données ne soient pas cryptées ou volées par des tiers, parce que là aussi, ça relève de votre responsabilité, en fait. Donc la question de la souveraineté des données et de la pérennité de vos données est importante. Et donc il faut bien sûr être en corrélation avec le GDPR pour ça. Quoi. Voilà. La question autour donc de La souveraineté des données. la souveraineté des données, oui. J'avais un site pour ça plus loin, mais donc
Je vous rappelle donc vous allez recevoir donc le PDF avec voilà toutes les informations. C'est intéressant voilà de faire un petit contrôle F et de taper un mot clé dessus. Si vous posez une question, vous allez tout de suite retomber. Voilà. Puis il y a les replays également. Donc. Effectivement. Et effectivement, une petite recherche. Et il y a aussi des slides qu'on ne montre pas aujourd'hui. Et donc, il y a des choses pour aller plus loin dans ce support. Et vous allez le recevoir en même temps que le replay d'ici quelques jours, le temps qu'on charge le replay sur la plateforme de l'ADN. Voilà. Donc je vais enchaîner avec les questions donc d'avantage en fait de la solution. Hein. Donc où finalement on a une réduction de coûts par l'automatisation de l'échange des documents. Donc une amélioration, une efficacité accrue en fait parce que l'information est plus complète. L'information donc une facture dans un logiciel en fait jusqu'à maintenant c'est souvent une ligne. Donc si on a je sais pas une facture de 3 pages avec toute une série d'informations dedans avec tous les articles différents, eh bien toute cette information en général est perdue chez le client sur cette facture parce on l'encode dans un logiciel avec une ligne d'imputation. Et donc, une facture PayPal, elle sera intégrée dans un logiciel en tenant compte de l'entièreté des lignes, avec les prix unitaires, avec les références articles, avec des informations liées aux spécificités TVA ou que sais-je d'autre. Eh bien, le fait d'avoir ces informations plus riches va permettre de faire travailler des intelligences artificielles qui vont pouvoir exploiter le contenu de ces données de manière plus efficace. Donc, ça veut dire que on pourra, par exemple, demander des calculs de prix de revient beaucoup plus facilement qu'auparavant. Un calcul de prix de revient, c'est quelque chose de compliqué à faire. Hein. Il faut passer en revue toutes ces factures, faire les moyennes de prix sur des périodes données, peut-être faire une interpolation par rapport au produit que vous vendez, qui est peut-être la composition de plusieurs articles que vous achetez. Et donc, le calcul de prix de revient, c'est un travail voilà, complexe et long à faire pour un comptable, mais si on a une intelligence artificielle qui sait traiter le contenu des données de manière automatique parce qu'elle est structurée et complète, eh bien on se rend compte que tous ces avantages de traitement de cette information, en fait, eh bien, vont être possibles grâce à l'intelligence artificielle et grâce à des briques supplémentaires qui vont se mettre en place, et, en tout cas pour notre part, on a déjà mis en place dans certains de nos logiciels, qui permettent de relier par exemple ChatGPT au programme de comptabilité et de gestion. Et donc, il y a des outils de flow, de workflow, comme Make ou N8N, qui sont des briques supplémentaires qu'on pose entre vos programmes de comptabilité, de gestion commerciale, de facturation et les intelligences artificielles. Et ces briques, en fait, permettent de relier bien sûr, donc la comptabilité ou la facturation, la gestion et l'intelligence artificielle, mais par exemple également vos boîtes mail ou Telegram ou WhatsApp ou que sais-je d'autre comme outil, de manière assez facile. Et on a, par exemple, ici la possibilité d'encoder et de générer des notes d'envoi ou des factures avec une intelligence artificielle où on dicte au logiciel la demande de création d'un nouveau bordereau, d'une nouvelle facture pour tel client. Et comme on est relié à sa boîte mail à travers ces outils, eh bien, on peut dire à l'intelligence artificielle qu'elle envoie par email. Et donc ça, c'est le présent. Donc on y arrive déjà. J'ai des collaborateurs qui utilisent déjà ça. On a par exemple Virtuosa, qui est un logiciel de gestion. Donc on a la troisième catégorie des outils de gestion, spécialisé pour le secteur du bâtiment. C'est un des leaders, c'est belge, ça marche super bien. Et ils ont intégré de l'intelligence artificielle. Et donc quand vous êtes sur chantier, vous pouvez dicter à votre smartphone la réalisation d'un devis avec autant de mètres carrés de sol à faire, telle porte ou tel produit à mettre en place pour faire une allée ou que sais-je d'autre. Et l'intelligence artificielle rédige le devis de manière automatique. On n'a plus qu'à le corriger et le valider et l'envoyer. Donc ça, c'est le présent et c'est grâce à la facturation électronique et la facturation structurée PayPal que on a une augmentation de la possibilité d'utiliser des intelligences artificielles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir en force là ici pour 2026. Et pour en finir avec les AI, ça va permettre également d'avoir des traitements sur le contenu des données pour éviter les fraudes ou éviter les erreurs. Donc on sait que quelqu'un qui encode toute la journée des factures fait de l'ordre de 1 à 5 d'erreurs
Ça peut paraître énorme comme ça, mais souvent, c'est pas le total de la facture qui est erronée, mais c'est un accent dans un libellé, ou c'est une faute d'orthographe, ou c'est voilà, une adresse qui n'a pas été mise à jour, ou que sais-je d'autre. Eh bien, l'intelligence artificielle va permettre de faire des traitements qui vont aider les utilisateurs à diminuer le taux d'erreur. Donc, la qualité et la précision de la donnée va être nettement améliorée. Et en plus, la fraude là, va être vraiment limitée, surtout parce que le réseau est très sécurisé, un réseau PayPal. Et voilà, donc, vous pouvez vous appuyer sur vos logiciels, les yeux fermés, ça fonctionne très bien, c'est très sûr. Voilà pour la petite parenthèse intelligence artificielle. Euh, Petit retour sur le sondage, hein, sur l'outil. Pour ton information, Eric, 70% de nos répondants sont encore au PDF simple ou à la facture papier, donc ne sont pas passés sur un outil de facturation oui, électronique. 19% ont un outil et sont connectés à PayPal. ok, 8% ont un outil mais ne sont pas encore connectés. Et enfin, quelques-uns ne savent pas ce qu'ils ont comme outil. Peut-être qu'ils font tout via comptable ou oui, ils ne savent pas si leur outil les c'est possible. inscrit à PayPal. Donc oui, Ok. parfois c'est un peu obscur aussi les outils. Voilà. Donc, pour clarifier la situation, tous ceux qui utilisent Word et Excel et qui sont assujettis à la TVA, c'est terminé. Donc, vous devez impérativement jeter votre dévolu sur une autre solution. Voilà, je vais dire, c'est pour ce cas de figure-là où la transition est la plus difficile, parce que on change complètement d'outil. Toutes les autres catégories, ceux qui utilisent déjà un programme de gestion, un programme de facturation, ben c'est une adaptation du logiciel. Mhm. On est déjà habitué à utiliser un logiciel. Mais par contre, là, si on est sur du manuscrit, du Word ou de l'Excel, on doit absolument changer de paradigme, si je peux dire, en disant, ben voilà, on utilise un programme de gestion, on utilise une plateforme web, on change d'univers. Donc là, Mais après, le c'est travail est bien, plus dur. ils partent d'une page blanche, ils ne devront pas transférer d'un outil à l'autre, etc., etc. Finalement, c'est l'occasion pour prendre un petit peu de temps pour choisir la solution qui vous convient, la bonne solution pour vous. Allez, c'est Donc, l'occasion de, faut voir voilà, ça positivement. positivement, tout à fait, c'est l'intérêt de la facturation et de la transition digitale et donc la facturation électronique. Donc, c'est l'occasion de voilà, prendre un nouveau départ vers un super outil et on existe beaucoup, donc on a la chance d'avoir le choix, hein, d'avoir le choix de trouver quelque chose d'adapté à sa solution, à son type de métier. Hein, donc, retour, donc, est-ce qu'on veut du web, est-ce qu'on veut une solution intégrée à son comptable ou est-ce qu'on est parti sur de l'ERP, du logiciel de gestion et quid de la discussion que vous pourriez avoir avec votre comptable ou avec vos corporations, vos collègues ou avec des informaticiens de gestion. Hein. Donc, le 3x3 reste d'application. Donc, c'est vraiment dédié à ceux qui vont devoir subir cette transition numérique. Où là, voilà, on donne des pistes. Et puis, il ne faut pas hésiter donc, à consulter des documents comme celle-ci, des vidéos. Et puis, vous pouvez en plus renvoyer un email chez nous, à l'agence numérique ou directement chez moi, où je répondrai avec plaisir dans des cas de figure particuliers ou spécifiques. Ce qui m'amène à parler des solutions un peu plus concrètement. Voilà. Allons-y. Bon. Euh, je dois être neutre, donc je suis neutre. Voilà, c'est une présentation proposée par l'agence du numérique. Bien sûr, j'ai mes préférences, voilà, mais chacun a ses préférences et chacun dans ses cas de figure voilà. Moi, ici, j'ai une petite vidéo. J'ai jeté mon dévolu sur la solution de Winbooks Groupe Exact parce que ça représente quand même voilà, une masse non négligeable chez les comptables, mais ça peut être n'importe quelle autre solution. Ce que je veux montrer à travers cette petite vidéo de 2 minutes, c'est euh, l'usage au quotidien. Comment ça se passe concrètement pour envoyer une facture et comment on la reçoit. Donc, comment est-ce que ça va se passer en pratique? C'est surtout utile pour ceux qui n'ont jamais utilisé de logiciel de gestion. Pour les autres, ce sera plus facile. Alors, ici, j'ai une petite liste avec quelques logiciels, mais c'est totalement anecdotique. Il y en a beaucoup d'autres. Et Et il y en a déjà beaucoup sur ton slide aussi. oui, il y en a déjà pas mal ici, mais il y en a beaucoup d'autres encore. Et donc, il y a 2 listes officielles qui existent de l'Agence du numérique et du SPF, qui reprend donc toutes les solutions qui sont reconnues donc par l'Agence du numérique et par le SPF. Donc,
Ça, vous vous y référez également pour faire Petite, un choix ou explorer. petite question aussi, l'outil que j'utilise n'est pas sur cette liste. Est-ce que je dois m'inquiéter? Que dois-je faire? Oui. Euh, alors oui, il faut s'inquiéter. Donc maintenant, ces listes ne sont pas nécessairement complètes. Donc c'est pas parce que ça n'est pas sur la liste qu'ils ne sont pas compatibles. Et d'autre part, si l'applicatif indique qu'il est compatible, il faut voir en quelle mesure ça l'est. Est-ce que c'est via des sous-traitants ou via une sous-solution, auquel cas il faut quand même s'inquiéter de savoir si elle est fiable, Mhm. et ou s'ils sont directement connectés sur le réseau PayPal comme fournisseur de services, ben voilà, est-ce que c'est, si c'est le cas, ben c'est très bien, quoi, et ça fait le boulot. Donc, il faut quand même s'inquiéter, effectivement, ceux qui sont dans la liste officielle, normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est pas le cas, il faut quand même s'en inquiéter, mais c'est pas parce qu'on n'est pas dessus qu'on n'est pas nécessairement réellement bien compatible. Euh, Ok. donc voilà. Donc il faut aller voir le Oui, support de cet outil pour voir s'il est très connecté ou s'il va le faire très 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 prochainement parce que là on est quand même à ouais, moins d'un mois. Donc c'est c'est chaud, quoi. inquiétant si l'outil n'est pas connecté. Et donc leur poser des questions directement au support de cet outil, quoi. Voilà. Et puis de vous renseigner peut-être à nouveau comptable, corporation et Mhm. informaticien de gestion. Hein. Toujours la même chose. Voilà. J'ai une autre question aussi qui a été posée au sujet d'outils, qui sont des outils souvent internationaux. Et donc là, Mhm. j'ai plusieurs logiciels ou français ou voilà, vraiment des logiciels de facturation anglais ou internationaux, multilangues, qui sont souvent très bien, qui sont souvent très graphiques et internationaux, donc, et qui offrent pas mal de fonctionnalités, mais qui ne sont pas encore prêts. Donc on Pour a quand PayPal. même beaucoup de cas comme ça où ils ne sont pas encore sur le réseau. Et donc on Ok. a pas mal d'entrepreneurs donc sur le territoire belge qui utilisent ces outils et il va falloir trouver une autre solution. Parce que si ces solutions ne sont pas compatibles, vous n'êtes pas conforme à la législation au 1er janvier. Donc, c'est clair que voilà, là, il faut absolument trouver une solution pour ça, quoi. Hein. Donc, méfiance pour ces outils internationaux qui ne sont pas présents sur le réseau. Vous n'êtes pas en ordre. Hein. Donc, voilà. Petite question aussi, les webinautes s'inquiètent de, tiens, j'ai dans mes clients des assujettis TVA, donc je fais facturation via PayPal, et j'ai d'autres personnes qui sont des particuliers, donc ça ne passe pas via PayPal. Et l'inquiétude se situe, tiens, les numéros de facture ne vont pas suivre, est-ce que PayPal va l'accepter? Tout à fait. Alors, super question, euh, et qui est systématiquement posée dans chaque, voilà, chaque séminaire, webinaire ou physique. Et donc, en fait, euh, quand vous facturez, vous émettez une facture à travers un journal de vente. Un journal de vente qui doit, lui, avoir une numérotation croissante avec date croissante. Donc, j'ai ma facture 10 et ma facture 11, eh bien, la facture 11 ne peut pas avoir une date antérieure à la facture 10, par exemple. Donc, hein, Ok. on doit avancer dans le temps et on ne peut pas avoir de trop de numérotation. Donc, ça, c'est imposé par le législateur. Hein, donc, ces articles TVA, notamment l'article 1. Donc, cette partie-là n'intervient pas dans l'idée d'émettre une créance pour un assujetti ou non. Donc, ça veut dire que si ma facture 10 est une facture qui va vers PayPal. Je peux avoir une facture 11 qui est émise vers un non assujetti, puis ma facture 12 vers un assujetti, vers PayPal, et ainsi de suite. Ça peut se chevaucher. Je peux avoir le même journal vers du PayPal ou du non PayPal. Donc ça veut dire que quand Et on c'est vend là, et c'est là qu'un outil, un seul outil, peut faire des factures via PayPal et peut faire des factures euh, par email, par imprimé, email, imprimées, etc. Et on aura le même outil avec des factures PayPal et des factures non PayPal. Et donc les numéros vont donc se suivre. suivre. Voilà. Donc là, On c'est est une dans le question même plutôt journal. d'outil. Et en Oui. fait, on peut faire une analogie. Aujourd'hui, on a des journaux avec des logiciels où des gens impriment des factures et d'autres qui sont envoyés par email. Hein, donc, et pourtant, c'est le même journal et c'est la même numérotation. Mais ce sera la même chose. Donc, on aura certaines factures qui seront imprimées, certaines qui seront envoyées par email et d'autres qui seront encore envoyées par PayPal. Mais ce sera toujours dans une suite logique de numérotation et de date croissante. Voilà. Donc, rien ne change de ce point de vue-là. Simplement, on va avoir un bouton
supplémentaire d'envoi PayPal, en plus d'imprimer et en plus d'envoi email, quoi, en fait. Je vous propose de regarder une petite vidéo, peut-être. Ouais, ouais, allons-y pour la vidéo et on posera vos différentes Voilà. questions Et juste puis, je peux après. mettre en pause aussi la vidéo. Et voilà. Donc, je disais, voilà, c'est un exemple, mais c'est juste pour illustrer mes propos. Donc, je n'incite pas du tout à l'usage de cet outil ou voilà, d'un ou plutôt qu'un autre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la réalisation d'une facture avec Winbooks on Web, qui est un logiciel de facturation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On réalise une facture en spécifiant un client. Je peux y indiquer une référence, un moyen de paiement souhaité, des dates d'échéance, enfin tout ce qu'on peut imaginer être nécessaire pour la création d'une facture, et bien entendu des quantités, des remises, des prix unitaires et que sais-je d'autre. Ce qui est intéressant dans cet écran-ci, c'est le bouton Send qu'on voit ici en dessous. Hein, vous voyez ma souris. Hein. Donc ce bouton, c'est nouveau, c'est l'envoi PayPal en fait. Et là, le sablier qu'on voit, ben, c'est le logiciel qui interroge le réseau PayPal pour savoir si cette personne est bien présente sur le réseau et si on peut bien lui envoyer. Et là, on a directement un message qui dit ben, c'est bien parti. Donc ça veut dire que la première phase dans le test que je vous montrais dans l'autre vidéo a bien été franchie. Et donc, l'interlocuteur qu'on a visé, donc le client qu'on a sélectionné, était bien présent sur le réseau PayPal. Donc là, on crée une deuxième facture. Donc c'est un exemple supplémentaire. Donc on envoie une deuxième facture sur le réseau et on spécifie à nouveau toutes les informations. On va à nouveau appuyer sur le bouton Send pour faire l'expédition donc sur le réseau. Donc à nouveau, ben, vérification que l'interlocuteur est bien disponible et on a un message comme quoi ben, la facture est bien partie. À ce moment-ci, en fait, et ça, on retrouve ça dans à peu près tous les logiciels, on va pouvoir consulter d'une manière ou d'une autre, à nouveau, c'est un exemple, le statut de la facture. Donc, quel est l'accusé de réception? Est-ce qu'on a un accusé de réception? Est-ce que cette facture a bien été reçue? Est-ce qu'elle a bien été envoyée? Quel est le statut de cette facture, en fait? Hein. Donc là, on voit ici à droite, on a Sent hein, ici, et donc on voit que ces deux factures ont bien été envoyées, leur statut est correct, mais on aurait pu avoir erreur sur la facture. Bon, à ce stade-ci, bien, je me déconnecte et je vais aller sur un autre outil. Et là, je change de casquette. Je suis du côté du client et je reçois la facture. Donc, voilà, je suis sur la plateforme. Et là, ce qui est intéressant, hein, je vais mettre en pause ici, c'est que d'entrée de jeu, en me connectant sur ma plateforme, eh bien, ma facture, je la vois. J'ai rien à faire, ma facture, elle rentre toute seule, elle est directement disponible sans réaliser la moindre opération. Je vois que sur cette plateforme-ci, ben, j'ai un petit macaron indiquant que c'est une facture UBL, qui indique que c'est une facture structurée au format voilà, envoyé par PayPal dans ce cas-ci. Et donc, cette facture est directement disponible sans aucune intervention, sans manipulation. Donc, in fine, ben, on se retrouve avec quelque chose de très facile à utiliser. Donc, ça peut sembler compliqué PayPal, mais en fait, c'est très simple au quotidien. La réalisation d'une facture, ben, elle se fait comme on la faisait avant, en spécifiant son client et toutes ces informations. Et puis, on a un bouton envoyer. Donc, c'est quand même pas compliqué. Et puis, pour la réception, ben, on n'a rien à faire. On n'a qu'à se positionner dans sa boîte de réception et on voit automatiquement la facture arriver. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le contenu de la facture est directement reconnu. Donc, on va voir que l'entièreté du contenu de cette facture, hein, ici, à gauche, tous les champs ont été retrouvés et le contenu de la facture est exploitable directement. Et on peut, dans ce cas-ci, je vais faire un tout petit retour en arrière. Voilà. On peut, dans ce cas-ci, vous voyez, avec ce bouton-ci, faire envoi vers le comptable. Donc, je l'ai, je peux l'envoyer vers le comptable, mais ou pas, parce que je peux aussi la contester et ne pas la faire envoyer vers le comptable. Hein. Et j'ai aussi tout le contenu qui est reconnu. Et donc, dans certains logiciels, vous avez la possibilité de mettre au paiement automatiquement, par exemple. Donc là, on parle à nouveau de transition numérique. Hein. Donc, on exploite déjà sa facture en se facilitant la vie, en gagnant du temps, puisqu'on n'a plus besoin de recopier sa facture dans son programme de paiement. Et en un clic, ben, on peut l'expédier également au comptable. Donc, on a deux avantages directement disponibles. C'est je paie ma facture et je l'envoie à mon comptable sans devoir l'imprimer ou la traiter ou la transférer une boîte mail ou que sais-je d'autre. Donc, ça, c'est quand même voilà, intéressant à souligner. Petite question. Donc là, c'est
on parlait de à quoi ressemblait une facture électronique. Là, le logiciel lit la facture et on a une facture Oui. normale. Est-ce que tu peux nous montrer rapidement l'indigestion de la facture électronique, à quoi elle ressemble, Voilà. ce que vous ne verrez pas, mais ce qui se cache en fait Voilà. derrière une facture habituelle, on va dire, qu'on a C'est ça. l'habitude de voir, eh bien, c'est ça qui s'envoie via le réseau PayPal, Oui. mais votre logiciel va lire l'autre version qui est incluse dans ce Voilà. charabia. Ouais. Le PDF, c'est ça, en fait, c'est cette longue chaîne qu'on voit ici, hein, qui continue très loin. Et donc, en fait, cette longue chaîne ici, c'est le format graphique que je vous ai montré de cette facture. Et donc, on voit plein d'informations autres que le format graphique, comme le nom de l'émetteur de la facture, le nom du récepteur de la facture. Ouais, On je va vois un le numéro de peu plus TVA aussi. loin les totaux, par exemple. Voilà, donc c'est lisible quand même pour un humain, mais donc, en tout cas, l'information structurée de la facture. Mais par contre, le PDF lui-même, lui, il est encrypté, on ne sait pas le lire, il n'y a qu'une machine qui sait l'interpréter pour l'afficher graphiquement, quoi, en fait. Donc Donc, là encore, pas d'inquiétude. Il y a le fichier XML qui est ce qu'on vient de voir, une espèce de code, mais votre logiciel va lire, va pouvoir vous afficher le PDF classique. On- on- tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui est possible aussi, c'est que, et on a le cas pour des factures qui arrivent d'une solution de Microsoft de facturation qui, elle, ne génère pas le format graphique. Alors ça, c'est embêtant parce que vous n'avez Mhm. pas le logo, vous ne voyez pas vraiment la facture visible. Donc, en gros, vous ne voyez que la partie de gauche et vous ne voyez pas la partie de droite. Dans ce cas-là, en tout cas, pour beaucoup de logiciels, ils génèrent une fausse facture, un format graphique, un spécimen graphique, donc qui vous donne une image de la facture en mettant un total en bas à droite, les coordonnées en haut à droite. Enfin voilà, donc il remplit une espèce de facture parce que ce format graphique n'est pas obligatoire. On a eu des cas de factures en provenance de l'Italie où le PDF n'était pas joint dans l'XML. Et donc là, ben, on ne sait faire qu'une interprétation du contenu de la facture, ce qui n'empêche pas qu'elle est valide. Donc elle reste, voilà. Et donc toute la partie gauche avec les totaux, le numéro de compte sur lequel on doit faire le paiement et tout ça, toute l'information est complète, le logiciel sait l'interpréter, mais on n'a pas le format graphique, donc on simule un format graphique pour pouvoir avoir une vision humaine de l'histoire, quoi. Voilà. Petite question sur, donc là, tu nous as montré Winbooks et tu nous as montré Exact, c'est ça? C'est le Oui, même logiciel? c'est le même univers en fait. Winbooks a été racheté par le groupe Exact et donc la facturation Exact, Winbooks on Web, Winbooks classique, tout ça c'est le même combat en fait, hein. Donc tout ça c'est le même fournisseur de services. C'est pour ça que j'aime bien montrer les démos là-dessus parce que ça prend tous des cas de figure divers et variés comme l'émission d'un programme comptable vers une plateforme web de Mhm. réception ou vers une plateforme de réception Windows. Et donc ici, je continue avec la réception de la deuxième facture sur le format Windows, en fait. Donc une application Ok. locale. Voilà. Et donc là, bien, je démarre Virtual Invoice, qui est un module de Winbooks classique. C'est la version la plus répandue de Winbooks, hein. Et là, on voit que directement, ben, il y a une facture qui est arrivée de PayPal. Il propose de la télécharger et on la voit immédiatement avec le contenu qui est reconnu. On voit à droite, hein, ici, toutes les informations avec le tiers qui a été reconnu. Et ça permet donc de faire l'encodage automatique de la facture en un clic aussi. Vous voyez, bouton magique, paf, tout est encodé. Voilà. Donc ça, c'est un autre cas, mais à nouveau, c'est pour montrer à quel point c'est facile. Il n'y a rien à faire pour la réception, quoi, en fait, hein. Mhm. Et Et l'information. ce logiciel réceptionne autant la facturation via PayPal que vous pouvez aussi télécharger un PDF que vous avez reçu Tout à fait, sur votre email et le déposer. Et absolument. donc, le logiciel comprend la facturation électronique et la facturation non PayPal. Classique, on va dire. Et donc, vous pouvez aussi toujours envoyer avec ce type d'outil une facture non PayPal à quelqu'un qui ne serait pas inscrit via PayPal. Donc ça, pas d'inquiétude par rapport à ça. Absolument. Et normalement, vu qu'il gère les différentes facturations, la numérotation va se suivre. Absolument. On va dire qui peut le plus, peut le moins, quoi, en fait, hein. Donc, ça peut PayPal, mais ça peut aussi faire la facturation habituelle.
imprimé et envoie par email, quoi. Je vois qu'il y a une petite question qui était posée au sujet du self-billing, hein, donc j'ai Oui. abordé ça tout à l'heure, mais je vais peut-être le redire parce que voilà, dans la séquence, voilà, c'est possible que voilà, tout le monde n'est pas suivi ou n'était pas connecté. Donc, euh, l'obligation du législateur, c'est l'envoi des factures et la réception des factures, l'envoi des notes de crédit, réception des notes de crédit et self-billing, donc l'envoi des factures auto-facturation bordereau qui concerne essentiellement les agriculteurs, des antiquaires, des sous-traitants de la poste, des marchands de bétail. Enfin voilà, il y a toute une catégorie voilà, de métiers qui sont concernés par cela. Peu de logiciels sont prêts, nous on en a, hein, donc si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ce qui est particulier là-dedans, hein, c'est typiquement, je suis agriculteur, je livre une benne de grains à une coopérative, le client qui est la coopérative émet la facture. Donc c'est bizarre, c'est le client qui émet la facture, c'est pas le fournisseur et tout le système est inversé. Mais donc on est bien repris par la législation 1er janvier 2026, c'est obligatoire le self-billing, quoi. Voilà. Petite Donc ça parenthèse, concerne aussi l'autofacturation, oui, autrement dit le self-billing. obligatoire. Et en termes d'outils, l'autofacturation, il n'y a pas beaucoup d'outils, tu nous disais, mais il y en a quand même Oui, quelques-uns. oui, il y en a assez peu. Donc, il y a des logiciels, des ERP spécialisés voilà, qui sont dédiés, par exemple, à des grosses coopératives et tout, qui ont fait le développement. La Poste a fait le développement en interne, évidemment, mais pour des plus petits émetteurs et plus petites structures, il y en a assez peu. Il y en a en Flandre et il y a Gecosoft qui permet de le faire également. Voilà, donc ça, vous pouvez revenir vers nous, on peut vous aiguiller parce que c'est quand même spécifique, hein. Voilà. Ok. Dernière question aussi sur Oui, les outils. Là, tu nous as montré dans un environnement Windows, mais les outils sont disponibles. Quasi tous les outils sont-ils disponibles dans un environnement Apple également? non, hein, ça c'est toujours le gros problème de l'univers Apple par rapport au logiciel du chiffre. Tous les logiciels du chiffre en Belgique sont essentiellement orientés vers du Windows pour les applicatifs installables. Donc pour du web, soit on est sur des sessions cloud qu'on démarre sur de l'Apple, soit on est sur des solutions oui, web, comme je disais, quoi. Donc voilà, Oui, une solution qu'on ouvre dans notre browser web, hein, navigateur. Ça navigateur, oui. fonctionnera sur Apple ou sur Voilà. PC ou sur Linux ou Peu importe. bref. Oui. Mais Et l'applicatif l'installation. Windows, tout à fait, l'applicatif Windows, enfin l'applicatif logiciel à installer, dans le logiciel du chiffre, il y en a quasiment exclusivement que pour Windows. Oui, ça Mais c'est. via le web, il y a souvent une version web Oui, sur les web, il n'y a pas de besoins. souci, Oui. donc ça c'est compatible multiplateforme. Mais si on a besoin vraiment d'un gros ERP, d'un logiciel de gestion, d'un gros programme de comptabilité comme une version de Winbooks, Windows comme la dernière version, enfin le dernier, dans l'exemple, le dernier exemple que j'ai donné dans la vidéo, là, ça n'est installable que sur du Windows, c'est pas installable sur de l'Apple. C'est historique en fait en Belgique, hein, parce qu'on a quand même la législation la plus compliquée du monde en termes TVA, et c'est pas une blague, hein, donc c'est une réalité parce que c'est nous qui avons le plus d'articles dans notre code, hein, niveau TVA, ce qui fait que dans les logiciels et les outils, voilà, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, nous, informaticiens de gestion, et donc on est voilà, naturellement dévolu à tourner sur de l'applicatif Windows, contrairement à d'autres pays qui ont des comptabilités plus simples où des logiciels peuvent être développés plus facilement, quoi. Voilà. Je vois que l'heure tourne, qu'il est déjà 12h50 et j'avais dit entre une heure et demie. J'avais promis une heure et demie à nos webinautes. OK. Donc petit retour par rapport à l'utilisation de PayPal. Et puis on prendra quelques questions pour clôturer ce webinaire. Ça marche. Donc les retours sont hyper positifs. Donc, tous les Voilà. clients qu'on a mis en route, toutes les applicatifs qu'on a installés, tous les onboarding qu'on a fait, à chaque fois quand on en reparle a posteriori, donc tant dans les professionnels du chiffre, les comptables, que les PME, les TPE et même les plus grosses structures, tous sont unanimes pour dire que c'est mieux. Donc, ça résout des problèmes de contenu, ça résout des problèmes de fiabilité, ça résout des problèmes de doublons. On pourrait dire, tiens, c'est encore un canal supplémentaire, donc je vais encore risquer d'avoir plus de doublons. C'est l'inverse. Le fait d'avoir la facture PayPal, ça permet de détecter plus facilement les doublons, parce que cette facture est plus complète. Donc, on se retrouve finalement avec un retour d'expérience très positif aussi par rapport à la facilité d'usage. Plus besoin de traiter des mails, plus besoin de traiter des factures, de boîte aux lettres, ce genre de trucs-là. Ils savent que pour certains fournisseurs, c'est déjà dans la boîte.
ceux-là, ça tourne, c'est réglé, on n'a plus besoin de les traiter. Et s'ils ont un duplicata dans leur boîte mail ou dans le courrier, ils le mettent à la poubelle directement. Donc, traitement vertical, c'est quand même, ça fait gagner du temps, c'est quand même sympa. La fiabilité, hein, donc on est sûr de la facture, voilà, elle est valable. Il n'y a plus de stress en disant, tiens, le numéro de compte, est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est bien une bonne facture? Par courrier, il y a des fausses factures qui circulent et tout ça. Ça, c'est terminé, quoi. Donc, les gens sont plus en sécurité. Donc, globalement, que du positif. Sincèrement, hein, parce que bon, je peux faire vendeur aussi pour l'agence du numérique ou ce genre de trucs-là, mais c'est la vérité. Hein. Je pourrais dire, oui, il y a des problèmes ici ou des gens qui sont moins satisfaits là. Voilà, j'ai pas de retour d'expérience vraiment négatif. De toute façon, PayPal n'est pas un produit à vendre, c'est une obligation et c'est quelque chose que l'administration met en place. Donc voilà, PayPal est obligatoire, donc on n'a pas à le vendre, entre guillemets. Oui, c'est comme ça. Voilà, je lis une question en même temps. Pourquoi n'a-t-on pas essayé au moins pour l'Europe d'avoir la même date de mise en application? En fait, c'est tout simple. Techniquement, ce n'était pas possible. Vu Mhm. le nombre d'assujettis TVA en Europe, si on avait fait ça tous en même temps, le réseau était à genoux. Et donc, c'est simplement une question technique d'étalement, d'onboarding. Voilà. Donc, c'est une question de progressivité. Donc, là, dans l'adoption, c'est naturel que ça ait lieu progressivement, quoi. Petite question aussi, je vois que quelqu'un a un problème pour se connecter à Falco parce qu'il a déjà un code à box. Est-ce que ce serait pas, je soupçonne que c'est le fait que un outil il est inscrit à PayPal et que l'autre outil veut aussi l'inscrire à PayPal et qu'en fait on ne peut avoir qu'un seul ID Et PayPal. c'est ça. Alors, euh, en réception, on ne peut être inscrit qu'une seule fois sur PayPal. Par contre, en envoi, on peut être inscrit plusieurs fois sur PayPal. Donc, je peux envoyer des factures avec mon programme de facturation, avec mon e-commerce et peut-être avec mon programme de vente comptoir. Et j'aurai, dans ce cas, 3 inscriptions PayPal sur réseaux différents. Et à ce moment-là, je peux l'envoyer différemment sur 3 fournisseurs de services différents et sur 3 logiciels différents. Euh, Par contre, en réception, je ne peux y être qu'une seule fois. Mhm. Et donc là, si je suis inscrit sur Codabox et puis que je veux m'inscrire après sur Horus, eh bien là, Horus va dire, mais non, ce numéro de TVA est déjà inscrit, je ne peux pas te réinscrire une deuxième fois en réception. Et Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là? voilà. Donc il faut se désonboarder, il faut se désinscrire de Codabox, en l'occurrence ici, pour se réinscrire ensuite sur Horus. En pratique, la majorité des plateformes, non, en pratique, les plateformes doivent avoir un outil, donc les logiciels doivent avoir un outil de désenregistrement, où on peut se désinscrire à partir de son programme de facturation. Mais imaginons que vous ne payez plus votre abonnement web et vous n'avez plus accès au bouton de désinscription. Hein, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est introduire une demande via votre nouveau fournisseur de services ou même directement chez PayPal, donc à la SBL, donc un support à PayPal, je ne sais plus comment l'adresse mail, elle est dans le slide, Ok. à qui vous pouvez demander une désinscription, quoi, pour que vous pouvez prouver qui vous êtes. À ce moment-là, vous pourrez vous réinscrire donc, sur votre nouvelle plateforme, en l'occurrence, voilà, Le Falcon. site officiel de PayPal, c'est paypal.org, c'est ça? Alors, je vais reprendre ceci, je vais prendre un. Et donc, Oui, et c'est vrai que tu nous avais promis aussi un oui, outil pour PayPal montrer, Directory, pour voir si tout à fait. une entreprise est inscrite. Et c'est peut-être le moment aussi de voir si vous êtes Ça, déjà inscrit sans le savoir, tout à vous êtes abonné ou vous vous êtes inscrit sur fait, absolument. un, un outil et peut-être que vous êtes déjà inscrit par PayPal sans le savoir. Absolument. Donc ici, donc c'est PayPal Directory. Vous avez les liens hein, nouveau dans le PDF. Hein, donc dans les FAQ, tout ça, vous aurez tout ça. Et donc là, j'ai tapé un numéro d'entreprise. Et ici, ceci, ça, c'est un PayPal ID. C'est l'identifiant PayPal. C'est l'adresse, un petit peu l'équivalent d'adresse mail pour l'envoi de la facture. Donc en fait, dans beaucoup de logiciels, vous allez retrouver un endroit où vous pouvez spécifier cette adresse dans la fiche client pour pouvoir avoir le destinataire. Alors en Belgique, c'est super facile pour les sujets qui TVA, c'est toujours 0208, 2 points numéro de TVA. Mais par contre, pour toucher une administration communale, toucher une SBL ou que sais-je d'autre, un abonné PayPal d'un autre pays, le format d'adresse change. Hein. Donc on peut avoir des lettres aussi dedans et le code devant les 2 points change. Hein. Mais ça, c'est Mhm. typiquement pour un assujetti TVA belge. Voilà.
Donc, grâce à cet outil qu'on vous a mis aussi dans le chat, vous pouvez aller vérifier si vous êtes déjà inscrit à PayPal. Et donc, la personne qui avait spécifiquement posé cette question, je l'invite aussi à vérifier si elle est déjà inscrite à PayPal. C'est peut-être là que le problème se, se situe. Tout à fait. Voilà, donc on est un peu dans les questions-réponses et je peux peut-être parcourir très vite vous voyez, tous ces slides où il y a plein de questions et ça, vous bénéficierez de tout cela. Il y a des questions de déduction sur investissement pour le cas d'investissement pour PayPal, les autorités PayPal, la taille du réseau, enfin un tas de cas particuliers, l'explication des PDF, des subsides de la région Wallonne divers et variés. Voilà, il y a pas mal de choses qui existent euh, dans ces slides et il y a celui-ci aussi qui est pas mal où on Oui, comprend pour qui est résumer concerné. d'ailleurs, toute personne inscrite à la TVA doit donc s'inscrire à PayPal. Le plus simple, c'est via votre logiciel ou via un logiciel de facturation électronique. On rappelle, choisissez un outil qui est compatible avec votre comptable, un outil qui réponde à vos besoins et vos besoins sont propres. Donc, il n'y a pas qu'un seul outil qui est le bon outil. Ce sera en fonction de vos besoins. Et nous, on vous conseille que vous soyez assujetti à SBL, donc non assujetti, de quand même faire la démarche parce qu'il y aura dans vos clients certainement des personnes assujetties qui vont eux, transiter via PayPal ou simplement votre facture téléphone, Oui, Internet, vos fournisseurs, eux sont déjà passés d'ailleurs pour la plupart à PayPal, donc vous allez recevoir via PayPal. voilà. Donc tout ça de manière automatique. Donc voilà, je vois qu'on s'approche de l'heure maximum à laquelle on Ouais. voulait faire ce webinaire. Vous avez été nombreux à poser des questions. Je pense qu'on a parcouru. Oui. Il y avait encore une toute petite question là, qui me semble intéressante. Peut-on faire des factures en fin de mois ou doit-on les faire le jour même? Actuellement, pour nos chambres d'hôtes, on remet nos factures en ordre chaque fin de mois. Ça, en fait, c'est l'habitude de facturation. Donc, vous pouvez conserver cette habitude de facturation de fin de mois. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui facturent au fur et à mesure vont prendre l'habitude de postposer l'envoi de factures Mhm. PayPal, de sorte à peut-être envoyer soit des proformas, soit des factures email dans un premier temps, pour attendre une confirmation, pour éviter de devoir annuler une facture PayPal pour la refaire. Parce qu'avec PayPal, c'est terminé de modifier les factures. Hein. L'habitude qu'on avait de euh, on va supprimer cette facture, tu la jettes et je te renvoie la version corrigée. Hein, c'était une pratique, certes, qui n'est pas en conformité avec le législateur, mais qui était quand même répandue. C'est quelque chose qui ne sera plus possible. Donc, vous devrez créditer votre facture pour la refaire. Donc, on aura tendance à revenir un petit peu à cette méthode peut-être de facturation de fin de mois. C'est quelque chose qu'on va peut-être voir Ouais, et envoyer au fur et à mesure peut-être des bons de voilà, commande ou des c'est ça. Donc, il y aura des proformas, etc. habitudes qui vont peut-être changer, qui vont peut-être un peu évoluer par rapport à ça. Voilà, c'est une petite question que je trouvais sympa Et pour c'est pas aussi, c'est pas plus mal aussi de se dire, ben, en fait, j'ai un client, j'envoie au fur et à mesure, euh, pas des factures, mais du coup pro format, des bordereau, proformas. voilà, un bon livraison qui Et tous permet les d'avoir mois, pour je fais la facture officielle regroupant toutes les informations. tout à Donc ça fait. aussi, Et ça peut être pas plus mal. je crois en l'avenir donc de l'intégration des logiciels au réseau PayPal, notamment pour pouvoir envoyer également les bons de livraison. Parce que si on a des bons de livraison qui sont échangés avec donc le réseau PayPal, ça veut aussi dire qu'on aura l'opportunité de le valider. Donc la facturation et l'émission de la facturation ben, sera automatiquement validée également, puisque Bordereau aura été validé en premier temps. Donc l'intégration de l'avant-vente, de l'avant-réalisation de la facture, ben, va probablement suivre pour toutes ces questions de facilité. Donc Voilà. voilà pour les différentes questions. Il y a encore quelques questions qui restent, mais je pense que vous avez eu vos réponses aussi au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à aller consulter le support et revoir le replay de ce webinaire. Donc ce webinaire organisé par l'Agence du numérique. N'oubliez pas qu'il y a d'autres
D'autres choses qui sont organisées, notamment en présentiel pour tout le monde, pour la facturation électronique. Je vous remets aussi le lien qui regroupe en fait donc ces différentes activités autour de l'e-facturation, mais aussi la cartographie des solutions. Donc sur ce lien, vous allez trouver différentes informations. N'oubliez pas, il y aura un replay et le support qui vous sera envoyé dans quelques jours par email via l'outil d'inscription, donc via Eventbrite. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart ou quasi toutes les questions, à mon avis. Et je vous souhaite une bonne après-midi à vous, Webinode, et à toi, Eric. Merci Merci. pour ce moment. Et voilà, Avec je vois que les plaisir. gens nous N'hésitez remercient, donc pas. C'est j'espère que gentil. C'est très c'était gentil. productif et intéressant pour vous. Euh, Bon appétit, Marie-France et Julie, Natalia, Leïla. Merci. Merci à tous et à bientôt Avec peut-être. plaisir. Au revoir. Au revoir.